fin décembre 2021 et j'ai 47 ans. Je suis... Enfin, c'est une vidéo difficile à faire pour moi, mais à laquelle je pense depuis longtemps en fait. C'est une vidéo dans laquelle je vais raconter mon histoire, qui est assez singulière, sans but précis en fait, sans même dans l'idée qu'elle soit vue par qui que ce soit. Mais je crois que j'ai besoin de poser mes mots sur tout ce que j'ai vécu. Et non pas pour comprendre, parce que je pense que j'ai compris, mais juste comme un témoignage. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être arrivée au bout du chemin. Et je suis ni aigrie, ni... j'ai pas vraiment de noirceur par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais j'éprouve une sorte de manque de possibilités en fait pour continuer ma route. Je vais la continuer, ça c'est sûr. J'ai une petite fille qui a 9 ans, que vous avez dû voir dans une de mes vidéos. Et j'ai une autre fille qui est partie de chez moi en janvier dernier, sans raison. Enfin, je pense que j'ai compris la raison. Et ça fait presque un an que je ne l'ai pas vue. Mais c'est pas ça. C'est pas de ça dont j'ai envie de parler. Je vais, je pense, raconter mon histoire du début jusqu'à aujourd'hui. Et c'est tout. Un détail, donc je suis agoraphobe. L'agoraphobie, c'est pas forcément la peur de la foule, c'est globalement la peur des autres. Et je souffre aussi d'un stress post-traumatique chronique, auparavant appelé névrose traumatique. Et ça, par contre, c'est dû, oui, à mon histoire, à mon passé. Donc aujourd'hui, finalement, je sors très très peu de chez moi. Sortir, c'est source d'angoisse, même pour aller faire les courses par exemple, ne serait-ce que ça. Et donc je cherche des alternatives pour ne pas sortir, ou sortir le moins possible. Je pense que j'ai trouvé, mais c'est vrai que, comment dire, le fait d'être enfermé chez moi, je suis en sécurité relative. C'est une façon quelque part de fuir, de ne pas affronter, de ne plus affronter le risque de souffrance. Et bien sûr, je me sens pas, enfin, je me sens faible, je me sens pas assez forte, on va dire, plus assez forte pour aller vers la vie, aller vers les autres, faire des trucs. Mais on vit dans une période où finalement, je trouve qu'on n'a pas tant de possibilités que ça de vivre entre guillemets le prix des choses, les possibilités aussi sont pour moi insuffisantes. On n'a pas forcément encore les moyens de soigner le corps, les moyens de soigner les esprits.
Donc, si vous avez vu mes vidéos d'ASMR, vous savez que je crois en l'après-vie. Je n'ai pas de religion, mais je crois donc aux âmes. Et il y a quelque chose en moi qui vibre à l'intérieur comme un besoin d'éclater, de sortir. Et une réflexion qui se fait finalement sur l'humanité, sur tous les hommes de la planète, les hommes, les femmes, bien sûr, l'être humain. Et où je me dis que on n'a pas encore vraiment trouvé ce qui ferait du bien à l'être humain, globalement. Il y a de petites tentatives un peu partout, que ce soit l'écologie, que ce soit l'élévation du taux vibratoire de chaque être, les chakras, ouvrir les chakras, faire de la méditation. Mais je sais pas, il y a quelque chose chez moi qui... Je suis pas sûr que ça soit vraiment ça qui libérerait l'être humain en fait. Parce que je pense que bon, lorsque l'on est, on est très pur. Un bébé, c'est très pur. Et c'est par la suite que la vie, les gens, tout ça, ça fait que l'être humain c'est pas qu'il s'abîme, mais c'est que son potentiel en fait créatif et son potentiel de bonheur entre guillemets est comme verrouillé par tout ça, par ce qu'il a vécu. Quelle que soit la personne en fait, hein. Même les gens qui se disent heureux, parce que je pense que si les gens qui se disent heureux vraiment l'étaient, ils feraient ce qu'il faut et on sortirait tous de là par le haut. Donc c'est loin d'être le cas. Donc en fait je pense qu'on porte tous en nous ces verrous finalement qui ont été posés sur nous par ce que l'on a vécu. Et je suis pas forcément, même je suis pas du tout défaitiste, fataliste en envoyant un message comme quoi tout est foutu, on n'y arrivera jamais. Non, pas du tout. Bizarrement, j'y crois profondément. Je crois profondément en l'être humain. Même si sur cette terre, a priori, on est venu que pour expérimenter et dépasser des travers des vies antérieures. Mais je me dis justement que si on est venu pour ça, si on est venu pour dépasser, se pardonner et dépasser les travers de vie antérieure, c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. Parce que l'homme, selon moi, n'apprend rien de la souffrance. La souffrance ne nous apprend rien. Au contraire. Pour moi, elle bloque le processus créatif de l'humain. Je dis ça parce que je pense que vraiment, quand on est malheureux, on est con. Et que du coup, si on est venu pour dépasser des travers, ben, c'est dur. Et à partir de là, ben, comment on peut être heureux? Enfin, je veux dire, est-ce que ça veut dire que on est venu ici sur cette terre, enfin que le but c'est pas le bonheur en fait. Le but c'est juste
apprendre, dépasser, comprendre, pour après, lorsque l'on va mourir et que l'on repartira dans l'après-vie, on aura dépassé, on aura compris. Ok, peut-être. Mais alors dans ce cas, il ne faut pas s'étonner que la planète aille mal, que le climat aille mal et que les êtres humains vont tous mal à peu près, quoi. On a des moments de bonheur, ça oui, mais ce ne sont que des moments. Et il y a tellement de gens qui ont envie finalement que leur vie, enfin, que leur vie soit plus pleine et qu'elle soit plus pleine de joie, de bonheur, de moments heureux. Mais bon, si c'est pas le but de cette vie sur Terre, quel pouvoir, quel potentiel on a pour changer ça? C'est ça. C'est ça qui me pose question finalement. Donc voilà. C'était ma petite présentation. Et voilà mon histoire. Donc je suis née en 1974, en septembre, le 11 septembre. J'aurais dû me méfier. Et alors, ma mère à l'époque était... Alors à l'époque, en 74, était mineure lorsqu'elle est tombée enceinte de moi. C'était une jeune femme assez perturbée et qui avait commencé à faire des fugues à l'âge de 11 ans, 12 ans. Donc bon, c'était malgré tout une très très belle femme. Ça n'a rien à foutre là, mais je le dis parce que c'est vrai. Ça fait partie de son histoire. Et donc voilà, ses parents, donc mes grands-parents, mon grand-père était italien, donc immigré en France pour rebâtir la France d'après-guerre. Et malgré tout, mes grands-parents maternels m'ont toujours beaucoup aimé. Et c'est d'ailleurs en partie grâce à eux que j'ai survécu à mon enfance bizarre. Je vais vous raconter, vous allez comprendre. Donc déjà, lorsque ma mère était enceinte, mon père l'a payée pour qu'elle aille avorter à l'époque en Hollande, puisqu'en France à l'époque ça ne se faisait pas. Donc elle est partie avorter en Hollande, et arrivée là-bas, elle a changé d'avis. Alors moi, j'ai toujours cru que c'était par quelque part amour pour moi qu'elle avait changé d'avis. Et un jour, ma grand-mère m'a dit que non, en fait, c'est qu'elle avait eu peur. Elle avait eu peur d'avoir mal, de souffrir. Donc là, mon dernier espoir d'amour de ma mère s'est envolé. Mais donc, bref, elle est revenue en France avec moi dans son ventre, toujours. Et puis, je suis née dans le sud de la France. Alors, ma mère, à cette époque-là, vivait chez ses parents, donc chez mes grands-parents. Elle était très jeune. Et mon père, donc du coup, n'a pas du tout été là pour moi les premiers mois. Mes parents étaient relativement fâchés. Tout ce qu'on m'a rapporté de cette époque, c'est que ma mère se promenait dans le village avec moi dans le landau, et que lorsqu'elle passait devant mon père qui était attablé avec ses potes au café du coin, elle rabattait la capote du landau pour pas que mon père me voie. Enfin, c'était l'époque, réaction
primaire, débile. Et bref, mes parents ont fini par se retrouver. Parce que ma mère, en fait, a voulu récupérer mon père. Donc, bon, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ils se sont remis ensemble. Et là, ils se sont mariés ensuite par la suite. Donc, j'ai assisté à leur mariage. Je marchais à peine, hein, je devais avoir un an et demi, quelque chose comme ça. Donc, pendant tout ce temps, durant ces premiers mois de vie, ma grand-mère a été très présente pour moi, ma grand-mère maternelle, puisque ma mère vivait chez ses parents. Et, et heureusement qu'elle a été là finalement. Donc, la première, premier truc qui m'est arrivé en fait, déjà très vite, c'est que lorsque j'étais bébé, on m'a vacciné contre la variole. À l'époque, en 74, le vaccin avait été mal dosé. Et on a été plusieurs enfants comme ça à être malades de ce vaccin finalement. Et donc moi, on m'a rapporté ça pendant 2 ans, j'ai fait des convulsions à cause de la fièvre qui montait vraiment très haut par moment. Et ça a duré 2 ans à peu près, régulièrement je faisais des convulsions et il fallait m'amener à l'hôpital. Et j'ai fait 3/4 d'heure de coma. Voilà, puis après je pense que ça s'est tassé, heureusement. J'ai pas gardé de séquelles. Donc voilà, déjà ça a commencé comme ça. Ensuite, donc, j'en étais rendue à... Oui, donc mes parents se sont mariés. Et donc, on est partis, ma mère et moi. Ma mère a pris un appartement. Donc à cette époque-là, c'était à Orange. Je crois bien, oui. Dans le sud. Et mon père a vécu avec nous, mais ça a pas trop marché entre eux, quoi. Ils étaient... Bon, déjà, ma mère était quelqu'un de particulier, et mon père aussi. Mon père était quelqu'un de profondément égoïste. Et donc, mon père avait, je crois, 19 ans et demi lorsque je suis née, 20 ans, on va dire. Et ma mère n'avait pas tout à fait 18 ans, ou 18 ans à peine, quoi. Donc à l'époque, la majorité, c'était 21 ans. Ouais. Donc voilà, j'étais avec des parents relativement jeunes. J'ai pas énormément de souvenirs de cette époque. Oui, je me souviens des lieux, ça oui, mais pas trop de mes parents finalement. Et de mon père, vraiment pas du tout. De toute façon, c'était quelqu'un qui, dès le départ, ne me voulait pas et ne m'a jamais voulu. Ma mère était quelqu'un de très chiant. Bon, après, j'ai su par la suite elle était malade, ma mère. Hein. Elle était ce qu'on appelle borderline. Elle n'était pas soignée. Donc, c'est compliqué quand tu es borderline et que tu n'as pas de traitement. Donc, mais bon, du coup, la relation avec mon père se passait pas très bien. Et par rapport à moi, il a jamais eu, comment on dit, l'instinct paternel, quoi, de m'aimer, de s'occuper de moi. Pas du tout. Mais il a jamais eu, même par la suite. Donc finalement, ils ont divorcé, je devais avoir 3 ans, 3 ans et demi, ils sont restés 2 ans ensemble, et pas plus. Donc pendant ce temps, je passais quand même pas mal de temps chez mes grands-parents, toujours tout en vivant avec ma mère. Et ma mère a créé en fait une sorte de relation fusionnelle avec moi. Mais c'était une relation qui n'était pas très saine.
Donc, lorsque mon père est parti, elle a eu une autre relation après avec un certain Gilbert. Ça a dû durer 2 ans aussi. Et j'étais vraiment petite, mais je sentais au fond de moi que ça allait pas, quoi, que ma mère était toujours dans l'excès, dans le trop de bêtises, quoi. Je suis né en 74, donc c'était après les années, après mai 68, la libération, la drogue, tout le bazar, l'alcool, enfin, le grand n'importe quoi de cette jeunesse quelque part perdue. Et donc en fait, ma mère avait donc créé cette relation fusionnelle avec moi. Elle était à la fois quelqu'un que j'adorais et aussi, au fil des années, quelqu'un qui me faisait peur en fait. Avec ses réactions, son comportement bizarre, malsain, ça ne pouvait que me faire peur. Heureusement, ma grand-mère me prenait souvent chez elle. Et la maison de ma grand-mère et de mon grand-père, là où ma mère avait grandi, là où j'ai grandi, c'est le seul endroit dans mon enfance où je me suis sentie en sécurité en fait. Ma grand-mère me racontait que je disais à ma mère que j'étais malade pour qu'elle m'emmène chez ma grand-mère. Et dès que j'arrivais chez ma grand-mère, j'étais guérie. Mais bon, ça me faisait un petit espace de paix. Donc, au fil du temps, donc entre mes 3 ans et mes, on va dire, 10 ans à peu près, 9 ans, ma mère s'est dégradée au niveau de son comportement, au niveau de son être, de ce qu'elle était. Et j'étais petite, je comprenais pas bien. J'ai vu des choses, j'ai su plus tard pourquoi elle se dégradait. Mais à ce moment-là, avant mes 11 ans, j'avais pas encore le pourquoi. Je l'ai su à 11 ans, c'est mon père, je vous expliquerai. C'est mon père qui m'a appris ce qui se passait. Donc en fait, ma mère était de plus en plus faux folle. Donc elle s'est séparée de ce Gilbert et on est retourné vivre dans le village, enfin la petite ville où je suis née. Sauf qu'il y avait de plus en plus dans la maison des gens que je sentais qui craignos quoi. Des gens pas sains. Ça faisait la fête jusqu'à pas d'heure. On s'occupait pas énormément de moi. C'était j'avais soit des cadeaux, ça oui. Mais par contre, au fil du temps, ben, ma mère a comme cessé de plus en plus de s'occuper de moi. Et donc à partir de, je dirais, ça a commencé à 8 ans, où là ça a été la catastrophe. Ma mère se levait plus le matin. Donc je m'occupais de moi-même en fait. Je mettais mon réveil. J'ai été autonomisée par la force des choses. Je mettais mon réveil le matin, je me levais, je prenais mon petit déj, j'allais à l'école en vélo, tout ça. Je faisais de la danse aussi, donc j'allais à de la danse classique. Je faisais tout ça moi-même.
Et, et ça a été un peu dur parce que finalement, cette femme que j'adorais, elle avait créé cette relation fusionnelle avec moi, je l'ai vue se dégrader. Ce que je disais quand j'étais plus jeune, je disais, c'est comme si si on m'avait forcé à regarder une œuvre d'art se dégrader, comme ça, petit à petit sous mes yeux, sans que je puisse rien faire. Je me souviens que ma mère vomissait souvent. Euh, je me souviens quand elle était comme ça dans les toilettes. J'avais 8 ans, hein. J'allais chercher de l'eau je mettais un peu de sucre, un peu de fleur d'oranger. Je lui ai amené ce petit verre là à la sortie pour qu'elle ait quelque chose pour boire. Mais bon. Et je me souviens d'un soir, c'est des souvenirs assez vagues, mais euh, donc comme je vous l'ai dit, ma mère passait ses soirées avec ses potes craignos. Alors il y avait beaucoup de punk, il y avait beaucoup de gens malsains dans la maison. Mais bon, moi j'arrivais malgré tout je m'accrochais, mais alors durant toute cette période, je me suis accrochée, mais sans le savoir, bizarrement. C'est comme si ce que les gens disent de moi que j'ai survécu, mais j'ai pas eu à faire d'efforts pour survivre. C'est-à-dire que j'ai fait les choses juste, sans me poser de questions. J'allais à l'école, je travaillais bien à l'école. Euh, je savais pas à l'époque, voilà, ce que j'étais, pourquoi. Maintenant, avec les années, je sais, j'ai fait un test de QI. J'ai un QI entre les deux. J'ai un QI de 134. Donc je suis limite surdouée et c'est peut-être ça qui m'a aidé, mais je ne sais pas vraiment. Ce qui a fait que j'ai su trouver les solutions, même très jeune, très petite, pour continuer à tirer droit finalement, à aller à l'école, à continuer. J'ai jamais redoublé. Ça allait. Enfin, j'étais une enfant normale, sage. Il y avait rien extérieurement en moi qui montrait le désordre finalement qui régnait chez moi. Ça se voyait pas. Mais j'avais pas l'impression de, de faire quoi que ce soit pour le cacher. Ça s'est pas vu. Il y a juste un passage durant cette période entre mes 8 et 10 ans où la DAS en fait m'a récupéré mais ça a dû durer 3-4 jours à peine. Et ils m'ont récupéré, ils m'ont gardé pendant 3-4 jours. Et après, j'ai compris que c'est parce que ma mère avait été arrêtée et que le temps du procès, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que j'avais été récupérée par la DAS. Mais après, la DAS s'est pas occupée de moi. Enfin, je veux dire, la vie a continué, voilà. Je suis restée donc. Ma mère a pas été incarcérée apparemment, hein. Je sais pas ce qui s'est passé en fait. Je sais pas. Donc la vie a continué comme ça. Donc dans cette espèce d'ambiance délétère. Et j'ai continué à grandir comme ça. Voilà. Sauf que bien sûr, avec ce que vivait ma mère, ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé de plus en plus. Et donc, alors je sais pas si c'est moi qui ai demandé ou si c'est mes grands-parents. Mais lorsque je suis passée en sixième,
j'ai quitté ma mère. Je suis allée vivre complètement chez mes grands-parents maternels. Et dans le même temps, donc j'étais en sixième et j'avais réussi à rentrer au conservatoire de danse à Avignon. Donc j'étais en sixième et en même temps j'étais interne puisque j'habitais à 25 km d'Avignon et donc voilà, ça justifiait l'internat. Donc durant cette année de sixième, j'étais interne au lycée Mistral à Avignon et en même temps j'étais au conservatoire, donc on faisait beaucoup de danse et ça a été une année riche en apprentissage. J'ai plus de souvenirs de ma mère durant cette année-là. Je sais pas si je l'ai vue ou pas, je sais pas, je m'en souviens plus. J'allais chez mes grands-parents en fait le week-end. Et c'est comme ça que cette année s'est passée. Mais ce qui était difficile finalement, c'est que... Alors, mes grands-parents sont tous les deux décédés aujourd'hui. Mais j'avais un amour pour eux qui était sans borne. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'était la seule maison et les seules personnes, on va dire, réellement, oui, durant mon enfance, qui ont été positifs, pleinement positifs et constructeurs pour moi. Tout le reste de ma famille, ma mère, mon père, ah oui, je vous ai pas parlé, mais durant toutes ces années, mon père a été complètement absent, hein. Il me prenait quasiment jamais. Peut-être une fois par an, chaque fois, mais bon, j'en ai pas de souvenir. Et puis, je ressentais vraiment aucun amour de sa part, donc voilà. Ouais, c'est comme ça. Quelqu'un de très égoïste. Mais bref, oui, j'en suis venue au fait, je vous disais ça, j'aimais profondément mes grands-parents, moi, mais le fait est qu'ils ne s'entendaient pas vraiment, mes grands-parents. C'était surtout mon grand-père finalement qui avait tendance à picoler un petit peu. Alors, il ne battait pas sa femme, hein, mais par contre, il y avait des insultes, des choses comme ça. Et moi, je le sentais tout ça. Je sentais tout ça, le malaise qu'il y avait entre mes grands-parents. Et ça me faisait du mal. Je me souviens que le symptôme que j'ai eu à l'époque, j'avais une partie de l'intestin, du gros intestin qui était dur. Je le sentais au travers de ma peau. Alors bon, ça s'est passé que durant cette année-là. Mais bon, le fait est que du coup, je me sens... Enfin, ça a été quelque part une année où j'ai vécu avec eux tous les week-ends. Mais ça allait pas non plus du fait qu'ils ne s'entendaient pas eux. Et que moi, finalement, je pense que j'aurais eu besoin cette année-là de pouvoir enfin poser mes bagages et me sentir en sécurité, quoi. Après ce que j'avais vécu, après toutes ces années avec ma mère, j'aurais eu besoin de quelque chose de plus sécurisé et j'étais en souffrance finalement. Et donc, à partir de la cinquième, je crois que c'est mon père qui me l'a proposé. Mon père m'a proposé de me prendre chez lui. À partir de la cinquième, alors j'ai arrêté la danse alors que j'avais réussi le concours de fin d'année pour passer en cinquième au niveau de la danse, et tant au niveau de la danse qu'au niveau des études. Mais c'était finalement très cher. Pour l'époque, on cassait. Alors casser, ça veut dire on avait des chaussures, on avait des pointes pour faire de la danse classique. Et on cassait une paire de pointes par semaine. Donc à l'époque, ça valait 250 francs la paire de pointes par semaine. Donc ça faisait 1000 francs. Alors 1000 francs, aujourd'hui, c'est 150 euros par mois. Donc ça paraît pas très cher, mais encore que si. Et quand on ramène ça à l'époque, donc en 1984, ça faisait quand même une sacrée somme pour ma grand-mère, hein.
Donc après, c'est pas elle qui m'a demandé d'arrêter la danse, mais bon, on en a parlé, je sais. Et donc on a décidé que j'arrêtais la danse à cause du prix finalement, hein, du prix des pointes. Et puis j'avais pas forcément envie de faire ma vie dans la danse. Donc, donc la suite, ça a été que je suis partie vivre chez mon père. Et, euh, et on s'est rendu compte en fait très vite que mon père avait demandé à avoir ma garde uniquement pour économiser au niveau des impôts. Puisque ma grand-mère m'a dit que 2 3 jours après que je sois allée partie vivre chez lui, elle était passée me voir et qu'elle l'avait trouvé attablé avec tous ses papiers en train de faire ses comptes. Et puis mon père n'était pas du genre à se cacher, donc il lui avait dit que oui, c'était... Regardez ce que ça allait lui faire économiser, quoi. Voilà, le bonhomme. Donc en fait, mon père s'était remarié assez rapidement et il avait eu avec sa seconde épouse donc une petite fille, donc ma demi-sœur, euh, qui était née au début de ma sixième, donc c'était un petit bout, hein, je me souviens, mais j'adorais cette gosse. En fait, finalement, j'avais un tel besoin de famille, un tel besoin de normalité, d'amour, que voilà, un bébé de 1 an, c'était facile. Sauf que ben, ma belle-mère ne m'aimait pas, mais pas du tout. Et je m'en étais jamais vraiment rendu compte parce qu'y étant allé très peu. Mais quand je suis arrivée chez eux, euh, ça s'est complètement vu. Elle était, alors comment dire, déjà très froide, hein, pas du tout aimante, mais en plus elle me cassait au niveau de son comportement, de ses mots. Elle était moqueuse, elle me dévalorisait beaucoup. Et mon père ne me défendait pas. Donc, et ce qu'il y avait aussi, c'est par rapport à ma sœur, euh, j'avais pas le droit de l'approcher. Je rêvais de lui donner un biberon, de jouer avec elle, mais bon, j'étais la fille de ma mère, donc rien que ça, rien que pour ça, j'avais pas le droit de l'approcher. Donc en fait, c'est là, en fait, à cette période-là que j'ai compris ce qui s'était passé pour ma mère durant les années précédentes. Donc j'étais chez mon père et j'étais allée me coucher dans ma chambre. Alors ma chambre, c'était succinct, hein. Mon père avait récupéré un sommier en ressort, je me souviens. Alors tout pourri, hein. Le, le matelas, enfin, pareil, on avait dû lui filer. Et puis mon bureau, c'était une porte qu'il avait lui-même, comment on dit, polie, peinte. Et il avait mis 2 tréteaux dessous pour faire un bureau. Mais bon, moi ça m'allait bien, hein. J'avais un grand bureau. Voilà, je m'étais pas rendu compte en fait finalement, hein. Donc ça, c'était ma chambre. Et puis bon, je vivais donc avec des gens qui me faisaient clairement sentir euh, qu'il fallait que je la ferme quelque part, que je convenais pas, que, qui m'avaient prise, mais que quelque part, je les faisais chier, quoi. Donc ben, je suis devenue, j'ai essayé, enfin, je suis devenue le plus invisible possible, le plus silencieuse possible. Et dans le même temps, je faisais tout pour être aimée. C'est-à-dire, je travaillais bien à l'école, j'aidais ma belle-mère. Je me souviens, je l'aidais le week-end puisqu'elle était auxiliaire de puériculture, donc elle travaillait beaucoup la semaine.
Et donc le week-end, je l'aidais à faire le ménage, par exemple. Quand mon père rentrait du boulot, mon père était porté sur la bouteille. C'était d'ailleurs assez pénible. Donc tous les soirs, quand il rentrait, je lui servais son pastis pour essayer d'attirer son attention, de lui faire plaisir. Mais bon, rien n'y a jamais fait. Et donc, un soir, je suis allée me coucher dans ma chambre. J'avais éteint, hein, j'étais vraiment prête à dormir. Et mon père est rentré dans ma chambre, et je sais pas pourquoi. Il m'a dit des trucs durs par rapport à ma mère. Et il m'a balancé un bout de journal sur mon lit. Il a allumé la lumière, hein. Donc j'ai regardé le journal et sur le journal il y avait c'était écrit, c'était un journal ancien sur lequel il était écrit que ma mère, donc il y avait le nom de ma mère, qu'elle avait été attrapée par la police et qu'elle avait été, alors pas condamnée, mais c'était un dealer. Pour moi c'est les mots que j'ai retenus. Donc elle dealait de la drogue dure, donc celle qu'on s'injecte, hein, l'héroïne, la morphine, toutes ces choses, la cocaïne, enfin c'était des drogues qui faisaient peur, et qu'elle avait été arrêtée par la police. Alors la seule chose que j'ai apprise, c'est que ma mère aurait dealé en effet, mais c'était pour se payer ses propres doses. Malgré tout, je me souviens que quand je vivais chez elle, un jour elle m'avait dit qu'on était millionnaire. Donc bon. Après, je sais pas pourquoi ma mère n'a pas fait vraiment de prison, ça je sais pas. Mais bon, le fait est que j'étais dans mon lit, prête à dormir, et que mon père m'a balancé ça, je me suis mise à pleurer, bien sûr. Et il m'a laissé, il a refermé la porte, il est sorti. Non, mais il y a quelque chose qui s'est cassé ce jour-là à l'intérieur de moi. Parce que ben, j'ai compris finalement pourquoi ma mère s'est dégradée comme ça au fil des années, pourquoi il y avait tous ces gens à la maison à l'époque, pourquoi ma mère vomissait comme ça dans les toilettes régulièrement, pourquoi elle ne faisait plus le ménage, pourquoi elle ne me faisait plus à manger, pourquoi elle avait ces comportements étranges de, de, de rejet, de dureté parfois avec moi. Tout s'est éclairé et en même temps tout s'est assombri, tout est tombé. Bon, j'ai dû encaisser ça toute seule puisque ben, mon père est ressorti de la chambre et m'a laissé comme ça. Je crois que j'ai éteint la lumière, je me suis recouché, j'ai dû pleurer dans mon lit, voilà. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Mais bon, moi j'ai eu cette information par rapport à ma mère. Le lendemain, il n'y a pas eu d'explication, hein. De toute façon, mon père et ma belle-mère étaient pas là pour moi, pas vraiment beaucoup plus que ma mère, sauf qu'eux, ils étaient pas drogués, hein. Mais bon, voilà. Donc du coup, je ne pouvais pas approcher ma sœur parce que j'étais la fille d'une toxico et que non, quoi. J'avais 11 ans. 12, en fait 12, hein, puisque j'étais en 5e, 12 ans. Les gens étriqués d'esprit. Alors on se moquait de moi, j'avais un gros nez, j'avais 3 poils par port au niveau des jambes. Enfin, ma belle-mère me cassait de cette manière-là, en fait. Avec des petites phrases, pas tout le temps, mais de temps en temps, pour me faire du mal, alors que j'étais une gosse, quoi, j'avais 12 ans. Et par contre, durant cette période, parce que je suis restée donc du coup chez mon père durant ma 5e et ma 4e, ma grand-mère était là derrière, hein. Parce que durant tout ce temps, mon père et sa femme ne m'ont jamais acheté le moindre vêtement. Donc en fait, c'est ma grand-mère en fait qui m'achetait mes vêtements avec son argent, hein. Parce que mon père, l'argent, c'était toute sa vie, hein.
Donc, en fait, si vous voulez, mon père passait ses week-ends à réparer sa Porsche, à réparer sa BM ou sa Porsche, puisqu'il a eu les deux comme voiture durant tout ce temps. Donc, dans le garage. Et puis, bon, la semaine, il était au boulot et le week-end, c'était ça. Donc, il regardait Automoto. Et puis après, quand il avait fini, il allait dans le garage bricoler. Puis bon, personne ne s'occupait de moi, encore une fois. Mais bon, à la limite, je préférais. Hein. Je préférais parce qu'avec ces deux-là, même avec ma mère, finalement, je préférais. Je préférais qu'on s'occupe pas de moi parce que. Bref, c'est assez. Mais bon, moi, pendant tout ce temps, j'ai continué à bien travailler à l'école. Alors à ce moment-là, j'allais à l'école en car parce que c'était plus loin. Puis il y avait ma grand-mère derrière quand même hein, qui m'apportait. Alors c'était un amour. Ça, je sais que ma grand-mère m'aimait. Mon grand-père aussi. Mais ma grand-mère, pour l'époque, étant une femme, elle s'occupait beaucoup de moi au niveau médical, au niveau des vêtements, voilà. Et puis elle me préparait de bonnes choses à manger, des choses comme ça. Alors, durant ces 2 années, donc la cinquième et la quatrième chez mon père, donc j'avais des vexations verbales, mais j'avais aussi des privations alimentaires. Alors, je mangeais à ma faim, mais ma belle-mère me disait que les biscuits, c'était pour ma petite sœur. Donc ma petite sœur qui devait avoir un petit bout hein, que j'adorais, mais que j'avais pas le droit de toucher, qui devait avoir 2 ans, quelque chose comme ça. 2 ans, durant toutes ces premières années. C'est moi qui l'ai vu faire ses premiers pas dans le couloir. Et c'est moi qui ai appelé mes... Enfin bref. Donc, les biscuits, c'était pour ma sœur. Et le chocolat, c'était pour mon père. Moi, j'avais pas le droit d'y toucher à tout ça. Ok. J'ai eu mes règles, j'avais 11 ans. À l'époque, j'étais encore au conservatoire, je m'en souviens. Et je n'avais pas le droit de mettre mes sous-vêtements dans le bac à linge. Surtout s'ils étaient tachés. Donc je devais les laver moi-même dans un bac à part. Avec à la main, quoi. Avec du savon de Marseille. Bon, c'est des petits détails, quoi. Mais je veux dire, quand t'as 12 ans, 13 ans et que t'as déjà tellement morflé avec une mère complètement vrillée... Et puis c'est un détail aussi, mais je me souviens d'un soir, j'étais repartie me coucher dans ma chambre. Et puis j'avais dû me relever pour faire pipi, quelque chose comme ça. Et j'ai surpris ma... Ah oui, non, parce qu'avant d'aller me coucher, je sais pas, j'avais dû ouvrir le frigo pour boire de l'eau, j'en sais rien. Et j'avais vu qu'il y avait un saladier dans le frigo, avec une espèce de pâte. Et quand je me suis relevée pour aller faire pipi, donc j'ai surpris... ils m'ont peut-être pas vu. J'ai surpris ma belle-mère en train de faire cuire les crêpes. Ils avaient attendu que j'aille me coucher pour se faire cuire des crêpes. C'est des petits détails, mais mis bout à bout, tu te sens pas vraiment aimé, quoi. Et puis, il faut savoir aussi durant cette période que mon père me faisait profondément honte parce que le week-end, parfois, souvent, il y avait ses copains qui débarquaient à la maison. Alors ça picolait, hein. Et mon père me faisait honte parce qu'il était grossier et il faisait des blagues misogynes et vulgaires et je savais plus où me foutre en fait. Et souvent, il me parlait mal
devant ses copains. Donc voilà, ça a été ces 2 années-là avec une belle-mère qui pouvait pas me voir et puis mon père qui s'en foutait et qui pouvait pas me voir non plus, quoi, finalement. Donc j'avais ma tante, je vous en ai pas parlé, mais ça a été aussi un morceau de bravoure. Alors ma tante, c'était la sœur de ma mère. Alors par rapport à ma mère, c'était la femme qui avait réussi, elle, par contre. Elle était prof de français et elle avait toujours bien travaillé à l'école. Ouais. Sauf que ce que mes grands-parents ne savaient pas, c'est qu'elle était encore pire que ma mère. Parce que ma mère, quelque part, ma mère était horrible, mais elle était malade. Ma tante était monstrueuse, mais elle était... Enfin, je pense pas qu'elle était malade vraiment comme ma mère. Et là, on est à 51 minutes de la vidéo. Donc, je peux pas dépasser 1 heure. Je vais vous faire plusieurs vidéos pour vous raconter la suite. Je sais pas si je continue, si je passe à l'étape suivante ou si je parle juste un petit peu comme ça. Pour finir la vidéo. Peut-être parler un petit peu de ma tante, oui. Rapidement. Je vous en parlerai dans la vidéo suivante. Donc en fait, ma tante a été là durant mon enfance. Et c'était quelqu'un de très particulier. Elle était extrêmement lunatique. Et elle était constructrice et destructrice à la fois. C'est-à-dire que je ne pouvais jamais savoir sur quelle personnalité j'allais tomber en fait avec elle. Elle pouvait être très sympa. On pouvait avoir des discussions, par exemple, quand elle me ramenait, elle habitait à Marseille à l'époque, elle. Donc quand on faisait la route, on avait des discussions vachement profondes sur le sens de la vie, enfin des thèmes qui m'intéressaient. Et en même temps, elle pouvait être extrêmement violente et verbalement, hein, elle m'a jamais tapé, mais elle me faisait peur, quoi. Et c'était tout, en fait, je pense que la haine de ma tante envers moi et la haine de la femme de mon père envers moi, ça venait de ma mère, en fait. Bon, ma mère était une femme extrêmement belle. Elle avait gagné un concours de beauté dans mon village. C'était vraiment une belle femme. Bon, avant que la drogue et l'alcool viennent, oui, parce que ma mère s'est sevrée elle-même de la drogue dure, mais elle a utilisé l'alcool après, donc c'était pas mieux. Et je pense en fait que ma tante et ma belle-mère détestaient ma mère. Et ils s'en sont pris à moi, qui était sa fille, pour quelque part déverser leur haine sur quelque chose, soit sur quelqu'un. Et il a fallu que ça tombe sur moi, quoi. Donc voilà. Donc ma tante me prenait des fois en vacances chez elle. Alors c'était particulier parce que par moments c'était super sympa. Elle m'achetait de la pâte à modeler, elle m'achetait des jeux. Ça c'était sympa. Et le problème aussi c'est, je vous ai pas dit, c'est que, et je vous en parlerai parce qu'on a 54 minutes. Mais c'est que ça a commencé, la première fois j'avais 6 ans. Donc j'étais chez ma tante à l'époque. Et j'ai eu entre mes 6 ans et mes 20 ans, on va dire. Bon, ça n'a pas duré toute cette période, mais on va dire que sur cette période, j'ai subi des abus sexuels. Alors ça a été, je vous les expliquerai. Tout ce que je peux dire, c'est que les enfants qui ne sont pas, enfin qui n'étaient pas à l'époque et peut-être encore aujourd'hui protégés par des parents aimants, sont souvent victimes de tous ces tarés obsédés par la virginité et qui vont justement sur les enfants, sur les petites filles, pour des attouchements, des choses
dégueulasse quelque part que moi en tant qu'enfant, j'ai pas eu la force quelque part de refuser parce que je comprenais même pas et que quelque part il y avait en moi l'envie de faire comme les adultes peut-être, quelque chose comme ça. Il y a une parole de Balavoine qui est très vraie, il dit à un moment donné, un enfant ne sait pas à quoi il consent. Et par rapport aux abus sexuels, c'est tout à fait ça. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous raconterai la suite lors de la prochaine que je posterai. Merci de m'avoir écouté.